Aujourd'hui, 1 heure fait 60 minutes. Une année commence le 1er janvier et tout le monde vit au même rythme. Au Moyen-Âge, c'est bien différent. 1 heure pouvait durer 30 minutes ou 50. L'année pouvait commencer en mars, en septembre ou même 40 ans plus tôt. Résultat, la plupart des gens ne connaissaient même pas leur âge exact. Mais pour eux, tout cela était parfaitement normal. Un monde sans montre. Au Moyen-Âge, la majorité des Européens vivent à la campagne et leur rapport au monde n'a rien d'abstrait. Il est profondément lié à la nature, au ciel, aux saisons ainsi qu'au rythme du vivant. Le lever du soleil marque le début de la journée, son coucher en annonce la fin et entre les deux, on travaille tant que la lumière le permet. Le temps est rarement mesuré de manière chiffrée, il est avant tout observé. Dans ce monde essentiellement rural, le temps n'est pas une donnée individuelle. Il est collectif. Tout le village se lève à peu près en même temps, commence à travailler au même moment et s'arrête quand la lumière décline. Il n'y a pas de décalage volontaire, pas de choix personnel de rythme. Le temps est imposé par l'environnement et par les cadres sociaux et chacun s'y adapte. Les saisons jouent un rôle central. L'hiver est un moment de survie, souvent marqué par le froid, la pénurie et la fatigue. Le printemps, quant à lui, annonce les semailles et la reprise du travail. L'été est la période la plus intense, celle où l'on moissonne, où les journées sont longues et où chaque heure de lumière compte. L'automne, enfin, est consacré aux récoltes et aux réserves pour les mois difficiles à venir. Dans ce cadre, la précision d'une date n'a que peu d'intérêt. Ce qui importe, c'est de savoir à quel moment du cycle de l'année on se trouve. Ce rapport cyclique au temps implique aussi une mémoire différente. On ne pense pas l'année comme une suite de jours uniques, mais comme le retour régulier des mêmes moments, les mêmes travaux, les mêmes fêtes, les mêmes difficultés. Le temps n'avance pas en ligne droite, il revient sans cesse sur lui-même. Ce qui compte, ce n'est pas quand exactement, mais est-ce le bon moment ? Mais le temps médiéval n'est pas seulement dicté par la nature, il est aussi et surtout structuré par l'Église. Le calendrier religieux donne un cadre commun à toute la société. Les fêtes, les périodes de jeûne, les temps de pénitence et les moments de célébration organisent l'année bien plus efficacement qu'un calendrier chiffré. Certaines périodes autorisent les mariages, d'autres les interdisent totalement. Certains jours sont consacrés au travail, d'autres doivent être sanctifiés. Cette organisation religieuse a une conséquence majeure. Elle rend le temps lisible sans avoir besoin de chiffres précis. Un paysan n'a donc pas besoin de connaître la date exacte pour savoir ce qu'il doit faire. Il sait que l'on approche d'une fête, qu'un jeûne commence, qu'un temps de pénitence se termine. Ces repères sont partagés par tous, rappelés à l'Église, transmis oralement et renforcés par la répétition annuelle. Ce système n'est pas symbolique, il est véritablement concret. Il détermine ce que l'on mange, ce que l'on fait de son corps, quand on peut se réjouir et quand on doit se restreindre. Pour une grande partie de la population, ces repères religieux sont bien plus parlants qu'un numéro de jours ou de mois. Dire que l'on est avant le carême, après Pâques ou à l'approche de Noël suffit largement à situer un moment dans l'année. Ce rapport au temps explique aussi pourquoi la notion de retard n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Arriver trop tôt ou trop tard n'est pas un problème tant que l'on arrive au bon moment du cycle. Ce qui compte, c'est d'être là quand l'action commence, pas à une minute précise. Dans les campagnes, où les cris est rare, le temps se transmet par l'habitude et par la mémoire collective. On sait ce qui doit être fait parce que cela a toujours été fait ainsi. Les cloches de l'église rythment la journée, les fêtes scandent l'année et chacun s'accorde sur ses repères partagés. Le temps est vécu ensemble et non pas mesuré individuellement. Problème de calendrier. Aujourd'hui, il nous semble évident que l'année commence le 1er janvier. Au Moyen-Âge, cette évidence n'existe pas. Le début de l'année varie selon les régions, les usages et les institutions. Cette absence d'uniformité ne choque personne à l'époque, car l'idée d'un calendrier universel n'existe pas encore. Chaque église, chaque autorité organise le temps selon ses besoins. L'Église, l'administration, les villes et les royaumes ne cherchent pas à s'aligner, ils coexistent. En Angleterre, par exemple, pendant plusieurs siècles, l'année commence officiellement le 25 mars, jour de l'Annonciation.
Cette fête chrétienne commémore le moment où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter Jésus. Ce choix n'est pas anodin, il symbolise un commencement spirituel, et c'est ce commencement qui sert de repère au calendrier civil. Cela crée une situation déroutante pour nous, mais parfaitement claire pour les contemporains. Le passage d'une année à l'autre n'est pas vécu comme une rupture brutale, il s'inscrit dans un temps religieux déjà chargé de sens. Concrètement, cela signifie qu'entre le 1er janvier et le 24 mars, on se trouve encore, sur le papier en tout cas, dans l'année précédente. Une date que nous placerions en 1367 peut donc être notée comme appartenant à 1366 selon le système utilisé. Ce décalage est parfaitement normal pour les contemporains, mais il devient déroutant pour l'historien moderne. À cela s'ajoute un autre calendrier, celui des finances. Pour l'administration fiscale, l'année ne commence pas à l'Annonciation, mais à la Saint-Michel, le 29 septembre. Là encore, le choix est religieux. La fête de l'archange Michel marque un moment fort du calendrier chrétien et elle sert de point de départ au compte du royaume. Ce découpage répond à des logiques pratiques. La Saint-Michel arrive après les récoltes, au moment où les redevances peuvent être payées. Le calendrier fiscal est donc lié au monde agricole, même s'il repose sur une fête religieuse. Résultat, dans un même pays, on peut avoir plusieurs débuts d'année différents selon le contexte. Et la situation devient encore plus complexe lorsque l'on traverse les frontières. En Italie, par exemple, chaque grande ville adopte ses propres usages. À Venise, l'année commence au 1er mars. À Florence, au 25 mars. À Pise, l'année commence également le 25 mars, mais elle est comptée en avance, ce qui signifie qu'à partir de cette date, Pise utilise déjà l'année suivante par rapport à d'autres villes. Un marchand qui voyage peut donc changer d'année sans changer de jour. En quittant un port, il est dans une année donnée, et en arrivant dans une autre ville, il se retrouve officiellement dans une année différente. Pour les marchands et les notaires, cette situation impose une grande vigilance. Les documents précisent souvent le lieu, le type de calendrier utilisé, voire plusieurs systèmes de datation à la fois, et ce, afin d'éviter les contestations. Dans la péninsule ibérique, le décalage est encore plus frappant. On y utilise longtemps ce que l'on appelle l'ère hispanique, un système de datation qui commence en 38 avant notre ère. Ce calendrier reste en usage au Portugal jusqu'au début du XVe siècle et en Castille jusqu'à la fin du XIVe. Ainsi, pendant que le reste de l'Europe est au XIVe siècle, certaines régions d'Espagne comptent déjà les années au-delà de 1400. À tout cela s'ajoute un autre mode de datation très courant, l'année de règne. Plutôt que de dater un événement par rapport à la naissance du Christ, on le situe par rapport au temps passé depuis l'accession au trône d'un roi. Ainsi, un document ne parle pas de l'année 1388, mais de la 11e année du règne de Richard II. Ce système est simple pour les contemporains. Tout le monde sait qui est le roi, tout le monde sait depuis combien de temps il règne, même si cette estimation peut rester approximative dans certains milieux. Mais il introduit un nouveau décalage, car l'année de règne commence le jour exact de l'accession au trône, et non à une date fixe du calendrier. Ainsi, une même journée peut appartenir à une année civile, à une année religieuse et à une année de règne différente. Ce n'est pas une erreur, ni une incohérence, c'est simplement le reflet d'un monde où le temps n'est pas encore uniformisé. Des naissances floues. La lecture des sources médiévales ajoute une dernière couche de complexité. Les dates n'y sont presque jamais exprimées comme nous le ferions aujourd'hui. Elles reposent encore largement sur l'héritage du calendrier romain. Ce calendrier ne numérote pas les jours de manière progressive. Il fonctionne par repères fixes autour desquels on compte à rebours. Ainsi, les calendes marquent le premier jour du mois. Les ides se situent vers le milieu. Les nonnes prennent place entre les deux. Les jours sont donc comptés à rebours à partir de ces repères. Ainsi, une date mentionnée comme le 3e jour avant les calendes d'avril correspond pour nous au 30 mars. Ce mode de calcul suppose de connaître le nombre exact de jours dans le mois concerné et il devient rapidement source de confusion lorsque l'on n'est pas familier du système.
Pour les médiévaux, en revanche, ce langage est naturel. Il est appris très tôt par ceux qui écrivent et il est parfaitement compris par les clercs, les notaires et les chroniqueurs. À cela s'ajoute le fait que de nombreuses dates sont désignées par des fêtes religieuses. Un texte peut évoquer le dimanche de la Septuagésime, le troisième dimanche après la Trinité, ou bien la veille d'un saint particulier. Pour un lecteur médiéval, ces indications sont parfaitement claires. Pour nous, elles nécessitent de longues vérifications. Le temps de la journée est tout aussi particulier. Avant l'apparition des horloges mécaniques, les heures ne sont pas fixes. Elles sont calculées à partir du lever du soleil. La durée d'une heure varie donc selon la saison et la latitude. En hiver, les heures sont courtes. En été, elles sont plus longues. Cela signifie qu'une heure n'est pas une unité stable. Elle s'étire et se contracte au fil de l'année. Cette variabilité n'est pas perçue comme un problème, elle est simplement intégrée dans la vie quotidienne. Les moines découpent la journée en offices religieux qui structurent la prière et le travail. Ces offices sont annoncés par les cloches qui servent de repères sonores à toute la communauté. Ce sont elles qui donnent le tempo, bien plus qu'un cadran. Les premières horloges mécaniques apparaissent au XIVe siècle et commencent à sonner les heures dans certaines villes. Elles ne donnent pas une heure précise au sens moderne, mais un signal collectif. Peu à peu, les citadins s'y habituent et le temps devient progressivement plus régulier. Enfin, pour la majorité de la population, la date de naissance exacte n'est jamais enregistrée. On est en été, à Noël ou bien au moment des moissons. L'âge est donc estimé de manière approximative. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre exact d'années, mais le fait d'être assez grand pour travailler, assez mûr pour se marier ou assez fort pour porter les armes. Dans ce monde-là, le temps n'est pas une ligne précise découpée en unités fixes. C'est un ensemble de repères souples, partagés, adaptés à une société où l'urgence n'existe pas encore. Et c'est précisément pour cela que le temps médiéval nous paraît si déroutant aujourd'hui. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.